Merci de l'invitation. Pour une conférence, donc, j'intitule Jouons avec la physique. Déjà, vous pouvez réfléchir à qui sont ces deux types. Hein. Celui de droite n'est pas Roland Lehoucq, hein, si vous, vous me voyez. Ça serait bien si c'était lui, ce serait la classe. Oui, donc une conférence que j'ai pas eu tellement l'occasion de donner, en fait, parce que ma marque de fabrique, c'est plutôt d'utiliser la science-fiction et plus généralement les supports de l'imaginaire pour parler de physique et pratiquer la physique, et pas tellement de faire de la physique, disons, expérimentale dans une conférence, puisque moi, je suis plutôt théoricien en plus, donc moi, l'expérience, quand ça réussit, il faut que ce soit facile, il ne faut pas que faut pas que ce soit un truc avec beaucoup de complexité technique, sinon, en général, ça merde. Je ne suis pas au niveau de Fermi, justement, parce que ces deux personnages qu'on voit là, c'est Niels Bohr et Pauli, mais je ne suis pas au niveau de Fermi. Fermi qui, lui, avait la réputation de faire rater toutes les manips dès qu'il s'approchait de la manip. Et même quelqu'un lui disait, mais pourtant, une fois, je ne sais plus où, en Allemagne, dans une ville Allemagne, mettons Munich, ou un endroit où il y avait un laboratoire. Pourtant, la manip a complètement merdé et tu n'étais pas là. Il dit, ah, c'était quel jour? Le 23 juin. Ah, mais le 23 juin, j'étais à la gare de la ville en question. Donc, ça explique pourquoi la manip a merdé. Donc, je ne suis pas tout à fait à ce niveau-là, mais quand même, je ne suis pas quand même un grand maître de l'expérience, pour dire le moins. Mais j'ai voulu, cette conférence-là m'avait été demandée au Festival d'astronomie de Florence, dont je m'occupe de la programmation chaque année depuis maintenant pas loin de 15 ans, je pense, 14 ou 15 ans. Et pour faire une conférence un peu ludique. Et du coup, j'ai intitulé ça « Jouons avec la physique » parce qu'effectivement, on va parler de physique, on va parler un peu de jouets, et j'ai des jouets, il y en a plein. J'en ai amené 2-3 autres qui mériteraient donc qu'on en parle, mais dont je ne parlerai pas. Et je vais parler des jouets qui, moi, m'ont amusé quand j'étais petit. Alors déjà, quand j'étais petit, c'était il y a quasiment un peu avant les dinosaures. Et il y a des jouets qui m'ont vraiment fait marrer, quoi. Voilà. Ces jouets-là m'ont vraiment fait marrer, m'ont intrigué quand j'étais petit, je joue avec, et puis c'est tout. Et du coup, quand on m'a demandé de monter une conférence un peu expérimentale pour voir un peu ce que ça pourrait faire dans un festival d'astronomie, eh bien, je me suis intéressé à ces jouets qui m'ont amusé. Donc c'est la restriction, le lien commun entre tous ces objets-là que je vais vous montrer. Ils m'ont amusé quand j'étais petit. Ils datent donc d'il y a longtemps, mais ils sont encore en vente pour certains. Et puis, le lien tout naturel, quand on voit ces deux grands physiciens, alors vous voyez que c'est comme des vieux monsieur, c'est en 1954, ça. Alors, Pauli a 54 ans, bon, Bohr, il est plus âgé, il a 70 ans quasiment. On voit quand même que là, ils ne sont pas d'une souplesse remarquable. Hein. Moi-même, d'ailleurs, je commence à me sentir moins souple. Et il regarde un petit truc qui est par terre, et ça, je trouve cette image extrêmement touchante, parce qu'on voit deux grands physiciens, quand même, Pauli et Niels Bohr, deux prix Nobel de physique, en 1922 et 1945. C'est des très grands noms de la physique, vraiment des sommités de la physique. Et ils s'amusent avec ce petit machin qui est par terre et qui est en fait cet objet-là, qui est une petite toupie toute simple qui est là et qui s'appelle, alors elle a plusieurs noms, en anglais en général, on l'appelle flip-top, la toupie qui se retourne, ou tippy-top, la toupie tippy. Et c'est cette petite toupie qui est là, qu'on voit bien, je vais vous la montrer après ici en détail, on voit très bien comme elle est fichue. Ce n'est pas une toupie habituelle, les toupies habituelles sont plutôt comme ça, vous voyez, elles tiennent pas sur le côté. Alors on va d'abord, avant de les comparer, faire réaliser que c'est un engin extrêmement ancien. Le brevet a été déposé en 1891, mais peut-être qu'elle existait avant. Simplement, quelqu'un, Hélène Sperl, s'est décidé à déposer un brevet pour gagner un peu d'argent avec. Peut-être cet objet est plus ancien. En tout cas, vous voyez qu'il a au bas mot un siècle. Et dans les années 50, c'était un objet extrêmement populaire. Il était distribué dans les paquets de céréales, c'était des cadeaux, on en trouvait partout. C'est vraiment un objet populaire. Alors moi, je ne suis pas des années 50, mais des années où je suis, je garde le secret là-dessus, ça existait encore, on en trouvait encore dans les magasins, c'est des jouets en bois. Vous savez, souvent il y a des magasins de jouets où on vend des jouets en bois, c'est mieux que les jouets en plastique pour plein de raisons écologico, greenwashingo, intelligentes. Et du coup on dit oui c'est super, c'est un jouet en bois pour les enfants, c'est mieux, c'est pas dangereux. Bon, donc on en trouve encore, et c'est celle-ci que j'ai achetée récemment. On peut alors je vais switcher sur la petite webcam, voilà. Donc vous voyez la différence, celle-ci elle est comme ça, elle est un peu ronde, elle est creuse au centre, et puis il y a celle-là, c'est les toupies standards qui est habituelle. Il y en a une qui tient toute seule, et il y en a une qui ne tient pas toute seule. D'accord. Alors celle-là sur sa pointe, en général quand on la lance, c'est pas de celle-ci dont on va parler, on la lance, et puis elle reste en équilibre, tout va bien. Ce qui est assez miraculeux, c'est qu'elle tienne, alors que si elle est à l'arrêt, évidemment, elle se casse la figure. Alors celle-ci, on n'en parle pas. Elle est connue, mais il y a des choses à dire. Déjà, rien que sur la toupie, c'est déjà l'enfer. Enfin, c'est un problème de physique. Ceux qui ont fait de la mécanique rationnelle à la belle époque, où il y en avait plein, ça ne fait pas rigoler.
Et puis celle-ci, c'est pareil, ça ne ferait pas rigoler non plus, mais simplement on ne va pas faire comme on faisait à l'époque de la mécanique rationnelle. Mais celle-ci, quand on la lance, elle a une propriété assez particulière, c'est pour ça qu'elle s'appelle flip-top. Si on la lance et qu'on attend un peu, il se passe un truc assez curieux, c'est qu'elle se retourne. Donc c'est pas du tout l'autre, elle tient toute seule alors que d'habitude elle ne tient pas. Celle-ci, elle tient toute seule, mais quand on la lance, elle monte sur... Voilà. Et puis à la fin, elle s'arrête, donc je la relance, pour que vous voyez bien le truc. Et la partie rouge est en dessous, il n'y a pas d'arnaque. Et quand on la lance, on attend un petit peu, et voilà. Elle tourne sur la petite queue. Bon, alors c'est un peu énervant, avec ça on joue des heures, quand on est gamin, on s'en lasse pas, on la lance, comme les toupies quoi. Sauf elle se retourne. Alors, cette toupie-là, on peut en dire des choses. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Ah, si, je vais peut-être faire ça. Si, je vais chanter quand même pour passer sur la projection. Là, voilà cette toupie. Quand on la regarde bien, essentiellement, elle a une structure sphérique. C'est une sphère dont on a enlevé le sommet. On a creusé un peu dedans. Il y a le petit bâton là pour la lancer. Et puis, on peut se convaincre que son centre de gravité, il est en dessous du centre de la sphère, qui serait l'ensemble de la toupie. Ça, c'est facile à se convaincre. Il suffit de la mettre sur le bord, elle tient toute seule. Et si je l'écarte de sa position d'équilibre, et que je la lâche, elle oscille, comme les culbutos. C'est un peu l'équivalent d'un culbuto. Alors que la toupie bête normale, si j'essaie de la faire tenir toute seule, non, elle tombe. Spontanément, elle tombe. Donc celle-ci, je l'écarte, elle revient. Donc ça, c'est lié simplement au fait que son centre de gravité, le centre de gravité de la toupie, de cette toupie, est en dessous de son centre de rotation, qui se trouve être le centre de la sphère incomplète, qui est la toupie, et quand je l'écarte, le poids va la ramener dans sa position d'équilibre et va la faire osciller un petit peu jusqu'à l'arrêt. Ça, il y a les frottements qui vont dissiper le petit mouvement qu'on a donné à la toupie. Donc déjà, avant même de la lancer, on peut déjà s'amuser un peu avec et voir que cette toupie oscille, et puis elle s'arrête. Finalement, elle s'arrête, son mouvement est dissipé par les frictions essentiellement sur l'air, et puis surtout sur le support. Alors du coup, voilà, c'est en ce sens que je parle de jouer avec la physique, ça c'est déjà le début. Et du coup, moi, ça m'évoque aussi des choses qu'on peut dire ou des choses qui me parlent. Quand je vois ça, ça me fait penser à des choses. Et je vais essayer de suivre un peu ce cheminement, un cheminement intellectuel avec ce petit effet, rien que ce petit effet-là, avant même de parler du renversement de la toupie pendant son mouvement. Alors voilà, qu'est-ce que ça évoque? Voilà, c'était donc le poids. Voilà ce que ça évoque, pour moi aussi. Voilà, dans Star Wars, il fallait qu'il y ait de la science-fiction dans mes trucs, sinon c'est pas possible. C'est pas le Roland Lehoux qui fait la conférence, sinon. Là, voilà, il y a Luke Skywalker qui s'entraîne sur la planète Dagobah. Il s'entraîne à maîtriser la force, il est en équilibre sur un bras. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que cet équilibre est possible? Là, c'est comme, est-ce qu'on pourrait se dire, cette toupie, je la tiens sur sa pointe, je la lâche bien nickel, est-ce qu'il y a une façon de le faire ou elle restera? Alors, dans le cas qui était celui-ci, dans le cas de la toupie sphérique, on a vu que le centre de gravité était en dessous du centre de rotation, qui doit être le centre de la sphère sur laquelle repose la toupie, qui est la forme de la toupie, mais qu'on a coupée en haut pour pouvoir mettre le bâton et puis la faire tourner. Là, maintenant, on va se demander où est le centre de gravité de Skywalker. C'est le centre de gravité d'un corps humain. Alors, si le corps humain, d'abord, en première approximation, il est juste droit comme ça, ce qui n'est pas le cas de Skywalker, il a les bras un peu, la jambe un peu écartée, mais il est droit comme ça, c'est au niveau du nombril, au milieu du corps, à peu près au niveau du nombril. Donc, le poids de Skywalker s'accroche, si j'ose dire, au niveau de son nombril. La résultante de l'action de la planète Dagobah sur le corps de Skywalker s'accroche au niveau de son nombril et le tire vers le centre de la planète. Première chose. Alors évidemment, il n'est pas tout à fait seul, il y a Yoda qui est là-haut. Yoda n'a pas une masse nulle, il doit peser, on ne sait pas combien évidemment, un petit enfant, peut-être 30 kilos, 25 kilos, 30 kilogrammes, Yoda. Donc en fait, le centre de gravité de Yoda plus Skywalker n'est pas tout à fait au niveau du nombril. Il faut le déplacer, alors j'ai mis à peu près, quelque part, pas tout à fait au hasard, mais enfin à peu près au hasard quand même. Le centre de gravité de Yoda plus Skywalker se déplace vers Yoda, c'est-à-dire vers la droite, puisque Yoda est sur la droite de Skywalker, plutôt à droite, et vers le haut, puisque Yoda est vers le haut. Donc le centre de gravité et le poids, évidemment, des deux, il est plus important que juste Skywalker. Et maintenant, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il tiendrait ou ne tiendrait pas? Il faut regarder où est le point d'appui de Skywalker. Et son point d'appui, c'est son point de contact, c'est sa main. Et puis on regarde où est le poids, qu'est-ce qui va se passer si on tire par la flèche orange et qu'on s'appuie sur le cercle noir qui est le point d'appui, on comprend, en physique on dirait il y a une force donc, qui exerce un couple, un moment de la force, on dit soit un moment, soit un couple, et qui va faire basculer Skywalker par là. D'accord ? Donc, tenir ça, ça n'est pas facile. De la même façon que quand je balance la toupie sur le côté, le poids va exercer un couple de rattrapage qui fait que quand ça fait ça, ça revient de l'autre côté.
Ça le ramène, cette fois-ci, la configuration géométrique de ça ramène dans la position d'équilibre, qui est celle-ci, là où la toupie reste spontanément, alors que là, le poids va faire tomber Skywalker sur le côté. Alors, si maintenant on regarde un peu la position corporelle générale, on voit que le bras, il n'est pas du tout du bon côté, hein, il l'équilibrera pas du bon côté, il va l'aider à tomber, donc on ne met pas son bras du côté où on tombe. On va voir quelqu'un qui fait des acrobaties et que là, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Et par contre, la jambe, elle est bien, elle est du bon côté. Disons que la jambe est du côté où ça va aider. Voilà, où ça va déplacer le centre de gravité vers la gauche. Bon, évidemment, le poids d'une jambe, même avec une grosse botte de militaire, c'est pas suffisant pour compenser la masse de Yoda et pour compenser le déplacement du Yoda. Mais enfin, au final, cet équilibre donc n'est pas possible. Et Yoda, évidemment, est du côté pour embêter Skywalker. Il se serait mis sur la jambe penchée, c'était beaucoup mieux, il aurait aidé Skywalker à s'équilibrer. Là, il est sur la jambe qu'il fait tomber du mauvais côté. Alors, un autre gars qui a intérêt à maîtriser cette histoire de centre de gravité, c'est lui, Nick Wallenda. Nick Wallenda, c'est un funambule qui marche sur un fil, et il a fait un truc absolument terrifiant, enfin pour moi qui est terrifiant. Il a traversé le Grand Canyon sans être accroché au fil, ça veut dire sans aucune sécurité, en marchant sur le câble. Voilà, je peux vous dire, le gars, ça va, hein, il est sûr de lui. Alors, et pourquoi c'est difficile du coup de marcher sur un fil? Qu'est-ce qui rend la chose difficile de marcher sur un fil? Quand je dis un fil, c'est pas un fil, hein, vous voyez, c'est un câble qui fait pratiquement la largeur du pied du type, c'est un gros câble. Donc, on pourrait dire quand même c'est pas très large, mais on peut mettre le pied. On peut mettre le pied dessus tranquillement. Hein, c'est pas un petit câble, un petit fil très fin. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile de marcher sur ce fil? Ou que c'est risqué? Eh bien, simplement que le centre de gravité de Wallenda, il est au niveau de son nombril. J'oublie la grande barre pour l'instant. Il est au niveau de son nombril. Il est au-dessus, pile au-dessus du fil, tout va bien. Mais si par hasard, il est un petit peu décalé du fil, comme Skywalker, le poids aura tendance à le faire tomber, de sorte que le centre de gravité vienne sous le fil. S'il était accroché par les pieds, imaginez qu'il ait des pieds qui sont accrochés fermement au câble, il va tomber sous le câble. Sauf que ses pieds ne sont pas accrochés fermement et que si vraiment il commence à basculer, eh bien évidemment il finit par tomber. Donc la difficulté de marcher sur un fil, indépendamment de l'habileté à poser ses pieds sur quelque chose qui est quand même pas très large, et puis évidemment il est sur le Grand Canyon, hein, donc il y a de la hauteur, hein. Donc il ne faut pas avoir le vertige. Indépendamment de ces deux choses-là, la difficulté c'est que vous avez votre centre de gravité qui est au mauvais endroit. Il est au-dessus de vos pieds, comme d'habitude, sauf que si vous basculez là, vous ne tombez pas bien bas, quoi. Le sol il est juste là. Alors que dans le cas du fil, si vous basculez, vous tombez. Et il n'y a que le fil pour vous rattraper et vous tombez. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit plus facile, pour que ce soit même trivial, pour que n'importe quel abruti, si je veux dire, puisse monter dessus? Moi, par exemple, puisse faire ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit trivial pour moi? Très facile pour moi. Bon, il ne faudrait pas avoir le vertige et voilà. Il faudrait être un peu habile en posant les pieds. Mais disons, il n'y aurait pas à gérer cette affaire de mon centre de gravité est au mauvais endroit. Ça veut dire au-dessus du point d'appui. Il faudrait que mon centre de gravité soit en dessous du fil. Il faut que le centre de gravité soit en dessous du fil. Là, ça serait super. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Par exemple, ça. Là, le gars qui est sur un vélo, j'ai pris cette image parce qu'elle est assez jolie, elle exprime bien ce que je veux, et puis surtout, elle est faite par Stanley Kubrick, qui avant d'être réalisateur de films, a été photographe. Il a travaillé pour la revue Look pendant 5 ans. Et voilà, le poids des deux jeunes femmes qui sont accrochées sur le vélo, largement supérieur au poids du type qui est là-haut plus le vélo, le centre de gravité de l'ensemble est sous le fil, et du coup, c'est en fait extrêmement facile de rester en équilibre sur le fil. Si vous vous écartez un peu, ça vous ramène, le couple du poids vous ramène en position d'équilibre. Il ne faut pas que la roue glisse sur le fil, donc il faut que la roue soit adaptée, peut-être qu'elle ait un système qui une gorge, qui la permet de bien rouler sur le câble, mais ça c'est une position, le mec, mais c'est son système pour s'équilibrer et tout, mais en fait ça roule tout seul. Et pour vous montrer ça, 2 façons pour montrer ça de manière un peu marrante, avec un tour de table, 2, un petit truc. Alors le tour de table, voilà. Le table, voilà, c'est un tour de table, vous prenez 2 fourchettes, et un bouchon. C'est pour ça que c'est un tour de table. Et vous tenir faudrait tenir le bouchon sur le bout du doigt. Ou même mieux, sur le bout du crayon. Bon, alors évidemment, j'essaye même pas, parce que j'ai aucune chance de faire tenir ce bouchon à l'équilibre sur le bout du crayon. Par contre, si je prends 2 fourchettes, et que j'en pique une là, premièrement, et que j'en pique une là, deuxièmement, et que maintenant je mets ce système sur la pointe du stylo, j'ai aucun effort à faire, et il se met tout de suite à l'équilibre. Et pourquoi? Parce que le centre de gravité de ce gros bazar de 2 fourchettes et du bouchon, il est quelque part là, parce que les fourchettes sont massives et je les ai inclinées vers le bas, il est quelque part sous le bouchon, ce qui fait que quand je prends comme point d'appui n'importe où
sous le bouchon, le centre de gravité il est quelque part par là, et spontanément, si je m'écarte de l'équilibre, le centre de gravité où s'accroche le poids du système va ramener, enfin le centre de gravité est déplacé, et le couple exercé par le poids va ramener le système à l'équilibre en oscillant un petit peu jusqu'à ce que les oscillations s'arrêtent par friction sur l'air ou sur la toute petite pointe qui est là-bas. Donc c'est extrêmement facile de faire tourner, de tenir ça comme ça. Il suffit d'avoir, il y a rien à viser. Le bouchon là, il est un peu lisse, il faut viser à peu près au centre, mais je le mettrai sur le côté ou je le mettrai sur mon bout du doigt, c'est très facile. Je peux le mettre sur mon bout de nez, je peux où je veux. Même regardez, j'essaie de le mettre vraiment au bord. Alors il ne faut pas que ça glisse. La difficulté est que ça ne glisse pas. Alors attendez, je vais le tourner vers vous comme pour que vous soyez convaincus qu'il n'y a pas d'arnaque. C'est de la physique. Ouais. C'est de la physique, mais ça glisse quand même. Hein. On a beau dire. Alors attendez, j'essaie de faire ça bien. Voilà. Il ne faut pas bouger trop parce que ça glisse. Voilà. Pourtant, il est au ras-bord du bouchon, du cercle du bouchon. Donc ça se fait, c'est très facile, il n'y a pas besoin d'être un génie de l'équilibre, on le pose et ça marche. Et on voit d'ailleurs un certain nombre de petits objets qu'on vend dans des boutiques, des petits objets en équilibre, des petits oiseaux, des machins, et quand on les bouge, quand on les met, quand on les bouge un peu, ça fait une petite oscillation qui est jolie, un petit oiseau qui oscille ou Dieu sait quoi, et ça fait plaisir à regarder. Une autre solution pour faire ça, un autre objet, alors ça c'est le tour de table, c'est faire un pari et le gagner à tous les coups. L'autre objet c'est celui-là. C'est un truc qui a une forme de pipe. Ce n'est pas une pipe, évidemment. Et le but, c'est de le tenir en équilibre sur un doigt. Alors, évidemment, en bricolant un peu, on finit par trouver une solution, dont il faut reconnaître qu'elle n'est pas très esthétique. J'en ai une beaucoup plus esthétique. Alors, je vous montre. Hein. Attendez, rassurez-vous. Je n'enlève que ça. On prend cette ceinture, il y a une petite gorge qui est ici, on se dit, ouais, c'est pour ça que ça donne une forme de pipe. On glisse ça là, comme ça. Et après, on met son doigt sur le truc qui est là, et on lâche. Et voilà. Et ça vient tout seul. Et spontanément, parce que sous son propre poids, la ceinture prend une forme, accrochée à la pipe. Le centre de gravité, il est quelque part, je ne sais pas où. Mais en tout cas, il est en dessous du point d'appui. Et si je m'écarte de la position d'équilibre, la chose va osciller, se déplacer, parce que le centre de gravité qui se déplace, où est accroché le poids, va spontanément ramener toute la structure, de sorte que le centre de gravité soit en dessous, à l'équilibre. Et si j'avais ça à l'envers, ça pivoterait, ça serait la situation de déséquilibre qui est celle de Wallenda sur son câble. D'accord ? Donc ça, c'est un petit objet aussi qu'on peut acheter pour un challenge, et vous gagnez plein de fois 10 € avec ça en pariant que vous arrivez à le faire tenir sur le bout de votre doigt. Mais bon, évidemment, il faut avoir une ceinture. Il n'est pas dit dans le pari qu'on ne peut rien prendre en plus, hein, évidemment. Dans les paris, il faut toujours un peu rouler la personne, sinon il ne vous croit pas. Donc, il faut avoir un pantalon à ceinture, ce qui implique qu'il faut déjà être un peu physicien. Donc finalement, l'équivalent de Wallenda aussi, on pourrait le dire sur ce simple stylo, si on arrivait, le centre de gravité du stylo il est quelque part au milieu, sur l'axe de symétrie du stylo, si j'arrivais à le mettre exactement pile poil au-dessus du point d'appui, peut-être ça tiendrait, mais la moindre perturbation, la moindre effet où le centre de gravité n'est pas pile poil, rigoureusement pile poil au-dessus du point d'appui, ça va faire le couple du poids qui fait tomber le stylo. Et en pratique, cet équilibre, qui serait le stylo vertical comme ça, est un équilibre, mais c'est un équilibre qu'on appelle instable. La moindre fausse note, si je veux dire, la moindre perturbation fait qu'il devient dans cette position-là. Et donc pour Wallenda, lui, il risque sa peau en faisant ça, alors qu'avec un stylo, avec des petits machins comme ça, tout va bien. Et puis là, le gars qui est sur le vélo, il risque rien du tout. Lui, c'est tranquille. C'est assez spectaculaire, mais c'est tranquille. Il faut que les filles restent bien accrochées, évidemment. Enfin voilà, il y a quand même un bon. Mais c'est spectaculaire, incontestablement spectaculaire. Alors, la flip-top, la revoilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle se retourne. D'accord ? Elle passe de cette position-là, qui est sa position d'équilibre naturel, à la position de l'autre côté, mais là, elle est en rotation. Parce que si je la mets comme ça, on peut essayer, c'est comme l'autre toupie, si je la mets à l'envers, c'est pas du tout facile, bien que le petit bâton ait un diamètre pas entièrement nul, c'est pas du tout facile de la tenir en équilibre. Alors elle monte comme ça. Mais qu'est-ce qu'on constate en faisant ça? Si je prends la même toupie, en fait j'ai pris le même dessin et je l'ai retourné, on voit que le centre de gravité il est monté. Pour faire monter le centre de gravité contre la pesanteur, il faut payer de l'énergie. Il faut payer ce qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Ça c'est obligatoire. Et la question qu'on peut se poser, c'est d'où vient l'énergie nécessaire à faire monter le centre de gravité? Il faut qu'elle vienne de quelque part. Alors en fait, l'énergie totale de la toupie, je vais mettre quelques équations pour dire que ça fait sérieux, hein. Mais bon, c'est juste pour impressionner. Hein.
il y a deux termes, il y a ce qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie cinétique. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est quelque chose qui est proportionnel à la masse de la toupie, à l'accélération de la pesanteur et puis à la hauteur. Et on prend une référence quelque part, par exemple, voilà, le niveau du sol, le niveau où est posée la toupie. Et puis l'énergie cinétique, ça on la comprend, c'est quand c'est de la translation, quand c'est un objet qui se déplace, c'est le fameux 1,5 de mv2, 1,5 de la masse fois la vitesse au carré. Et cette énergie cinétique, si vous rappelez votre code de la route, vous rappelez que la distance de freinage, la formule du code de la route, c'est celle-là. Les jeunes qui passent le code, vous vous rappelez par cœur de cette formule ? Elle est en V au carré. La distance de freinage est en V au carré parce qu'elle va dépendre de l'énergie de la voiture, l'énergie cinétique, l'énergie de mouvement de la voiture, qu'il faut dissiper pour être de la vitesse V à l'arrêt. Et cette énergie à dissiper, plus elle sera grande, plus la longueur d'arrêt sera grande. Et cette longueur d'arrêt se calcule par une formule qui est donnée dans le code de la route. Pour faire ça rapidement de tête, pour que les gens puissent avoir une estimation rapide de tête, eh bien on obtient cette chose-là qui est donnée comme une formule à savoir par cœur et à pouvoir appliquer. Donc ça serait de l'énergie, c'était en translation. Mais notre toupie, elle n'est pas en translation, elle est en rotation. Et cette fois-ci, il y a deux quantités qui interviennent. La vitesse de rotation, qu'on appelle la vitesse angulaire. Combien de tours je fais par minute, par exemple. Alors, ce n'est pas tout à fait en tours par minute, c'est plutôt en degrés, même en radians par minute, mais c'est quelque chose comme ça. Et puis, il y a ce coefficient J qui est là, qu'on appelle le moment d'inertie de la toupie. Et ce moment d'inertie de la toupie, eh bien, c'est un peu ce moment d'inertie, il est pour la rotation ce que la masse est pour la translation. Ça veut dire une indication de la répugnance que la toupie a à changer de vitesse de rotation sous l'effet de quelque chose. Et c'est dû à la distribution de masse. C'est quelque chose qui dépend de la distribution de masse autour de l'axe de rotation. Donc, si la toupie elle est sphérique, alors elle a un certain moment d'inertie autour de cet axe de rotation. Si elle avait une autre forme, elle aurait un autre moment d'inertie. Si elle avait encore une autre forme, encore un autre moment d'inertie. Et pour vous montrer l'effet du moment d'inertie, petite manip, j'ai ici deux baguettes qui ont chacune des boules à peu près identiques de pâte à modeler. L'une boule est accrochée en bas, l'autre boule est accrochée en haut. Et je vais faire tomber les baguettes. On va enlever ça un instant. Et je vais faire tomber les baguettes en même temps, je vais les incliner un tout petit peu, je vais les lâcher, et on va regarder laquelle tombe la plus vite. Alors que leur distribution de masse, ça veut dire là, les points de rotation sont chaque fois posés au sol, et là j'ai de la masse qui est loin du point de rotation, et là la masse, elle est près du point de rotation. Je les incline un peu pour que le poids fasse tomber les deux boules, et vous allez voir laquelle tombe la plus vite. Je recommence pour que ce soit bien clair. C'est assez rapide malgré tout, mais vous devriez voir que il y en a toujours une qui tombe plus vite que l'autre. C'est celle pour laquelle la boule bleue, la masse, est la plus près du centre de rotation, c'est-à-dire du point d'appui. Ça marche tout le temps. Hein. On est d'accord ? Oui, oui. Ah, il faut qu'on soit d'accord, sinon on n'est plus d'accord, sinon c'est plus de la physique. Et donc, celle-ci va pivoter sous l'effet de son poids, alors que les poids sont identiques, mais là, le poids, il est très haut. Elles vont pivoter de façon différente. Et celle-ci, elle a un moment d'inertie qui va être grand. La sphère et la masse de pâte à modeler est loin du point de rotation. Celle-ci, elle a un moment d'inertie qui est petit. La même masse est beaucoup plus près du point de rotation. Et dans le cas de Wallenda, si on regarde ce que fait Wallenda avec son grand bâton, à quoi sert le grand bâton de Wallenda ? On pourrait dire, ah, mais ce grand bâton, il abaisse son centre de gravité. Imaginons qu'au bout de chaque barre, il ait un énorme poids. Il est l'équivalent des jeunes filles qui étaient accrochées sous le vélo. Un énorme poids qui pendouille à droite, un énorme poids qui pendouille à gauche. De sorte que son centre de gravité descend du nombril, là, sous ses pieds, sous le fil, et là, ça devient facile. Mais ce n'est pas ce qu'il veut montrer. Il veut montrer son habileté à maîtriser le déséquilibre qu'il a spontanément. S'il s'écarte un tout petit peu, il peut tomber. C'est là le danger, et c'est là qu'il montre son habileté de funambule. Donc il n'y a pas les grosses masses au bout. Le bâton, en plus, il a l'air de passer vers son nombril, il est à peu près symétrique droite-gauche, ça ne va pas changer beaucoup la position de son centre de gravité. Ce que ça va changer, c'est son moment d'inertie. Maintenant, si Wallenda tombe, parce qu'il a ce grand bâton, il a un grand moment d'inertie, et donc la vitesse à laquelle il va tomber, elle sera un peu plus lente. Ça sera un peu plus difficile de le faire pivoter s'il tombe. Et donc, ça lui donne un peu plus de temps pour récupérer son équilibre qu'il n'en aurait s'il n'avait pas ce grand bâton. D'accord ? Donc ce grand bâton, ce à quoi il sert, cette grande perche, c'est à augmenter son moment d'inertie, de sorte que s'il s'écarte de sa position d'équilibre, ce qui évidemment va arriver un petit peu de temps en temps, il peut y avoir du vent, il n'a pas très bien posé son pied, il a fait une oscillation du bassin qui n'est pas très bonne, bref, son centre de gravité est un petit peu écarté, s'il ne faisait rien et il pourrait tomber, il peut récupérer le coup en jouant sur ce bâton et en lui donnant le temps de reprendre la position qui le laisse avec son centre de gravité bien à la verticale du fil pour ne pas tomber.
Vous remarquez aussi deux choses. Il y a des tas de poids qui ont été accrochés au fil. On pourrait s'amuser à discuter pourquoi. Essentiellement pour que des ondes qui se propagent dans le fil, dès qu'il met le pied, ça propage une onde dans le fil qui revient et qui repart. C'est pour les amortir, c'est pour éviter qu'il voit un fil qui fasse des bonds en plus que simplement se déplacer sur le fil. Et puis, remarquez la forme du fil. On pourrait discuter aussi cette forme particulière qu'on appelle caténaire, la forme du câble, qui est tout à fait particulière et qu'on pourrait discuter. Il ne marche pas sur un fil tendu horizontal. Il marche vraiment et c'est une forme imposée par le fil et la gravité. Il marche sur une forme très particulière qu'on appelle caténaire, du nom de câble. Alors, revenons à notre tippy-top. D'où vient l'énergie nécessaire à la montée du centre de gravité? On avait dit il y a l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Il y en a une, c'est quelque chose qui a à voir avec la hauteur du centre de gravité au-dessus du sol. Il y en a une qui a à voir avec la vitesse de rotation et le moment d'inertie. Donc le moment d'inertie là, de la toupie, il est fixé. On pourrait le mesurer, il faudrait faire des mesures pour déterminer combien il vaut, ce n'est pas le point. Alors l'énergie initiale, au début, la toupie, elle tourne, elle n'a que de la rotation, et puis son centre de gravité, il est là où il est. Et puis à la fin, la toupie, elle tourne avec une autre vitesse de rotation, mais son centre de gravité a monté d'une certaine, j'ai appelé delta Z, la variation de hauteur du centre de gravité. Le centre de gravité est là, et hop, il est monté d'une certaine quantité. Et donc du coup, si ces deux quantités sont égales, l'énergie est conservée. Alors bien sûr, on pourrait discuter, il y a des frottements, il y a quand même des petites choses qui font que l'énergie n'est pas strictement conservée. Mais en tout cas, si l'énergie est conservée, on doit avoir l'égalité de ces deux termes-là, avant-après, entre avant la montée, après la montée. Et comme il a fallu payer l'énergie pour que ça monte, il a fallu payer l'énergie potentielle de pesanteur, le terme avoir, eh bien ça revient à dire qu'il a fallu ralentir la toupie. Et ce qu'on peut constater, et ça a été fait, si à ceux que ça intéresse, j'ai toute une bibliographie... je ne sais pas si elle est exhaustive, mais elle est assez large sur cette flip-top. Il y a des gens qui ont fait des mesures et qui ont constaté qu'effectivement, une fois que la toupie s'est retournée, elle tourne moins vite sur elle-même. Elle tourne moins vite sur elle-même. Il a fallu prendre de l'énergie quelque part à la rotation pour la donner à monter le centre de gravité. Et donc la vitesse de rotation est plus petite à la fin qu'au début. Alors l'évolution de la rotation aussi est assez intéressante à étudier. Encore une fois, le problème de la flip-top est assez subtil, assez compliqué. Encore une fois, ceux que ça intéresse, je pourrais leur fournir des articles si vous veulent regarder tout le grand détail. Mais essentiellement, la toupie part, elle tourne sur elle-même en étant posée dans sa position d'équilibre. Et puis, à un moment donné, elle va passer par une position que j'ai marquée comme ça. Mais là, elle tourne sur elle-même autour d'un axe qui passe par le centre de gravité, mais qui n'est plus l'axe de symétrie de la toupie, qui n'est plus l'axe initial, qui n'est plus cet axe qui est actuellement vertical. Elle tourne autour d'un axe qui est toujours vertical, mais qui n'est plus cet axe-là. Et puis ensuite, la toupie, elle est retournée, et c'est la rotation finale. D'accord ? Donc l'axe de rotation de la toupie, par rapport à la toupie, il se déplace, et on peut se convaincre que ce qui se passe au niveau du point de contact est extrêmement important. Comme la toupie, dès qu'elle s'incline un tout petit peu, le point de contact, il est décalé, il n'est plus sous le centre de gravité, la force de frottement au niveau du point de contact va exercer un couple qui va faire tourner la toupie, on peut se convaincre, qui va faire tourner la toupie et la monter petit à petit. C'est vraiment la force, le couple de la force de friction qui fait tourner la toupie et qui la fait monter jusqu'à ce qu'elle ait cet équilibre. Et là, cette fois-ci, elle est équilibrée comme une toupie habituelle, parce qu'on appelle l'effet gyroscopique. Elle est à l'envers, dans la position qui n'est pas la position naturelle, où elle va tomber spontanément, où le centre de gravité est au-dessus de son centre de symétrie, comme celle-là pour cette toupie-là. Et il faut la faire tourner pour la stabiliser. Sauf que celle-ci, si vous la lancez tête en bas, si je veux dire, vous avez la plus grande peine à la faire tourner, alors que si vous la lancez dans le bon sens, spontanément, elle va se retourner. Et il y aurait à discuter aussi de qu'est-ce qui se passe sur une toupie qui ne serait pas sphérique, mais qui aurait une forme plus, disons, avec un rayon de courbure au bas plus petit. Il y a des changements, enfin, il y a toute une dynamique de l'objet qui est assez subtile et assez intéressante. Reste que cet objet-là, quand on le lance, eh bien, il se retourne spontanément, on peut regarder ça des heures, sans s'enlacer, comme l'ont fait les deux grands physiciens que nous voyons au début de la conférence. Alors le deuxième objet dont j'avais envie de vous parler, parce que c'est pareil, il m'a fasciné quand j'étais petit, mais il ne me fascine pas que moi, et il ne fascine pas que depuis que j'étais petit, c'est le yo-yo. On voit, regardez, en 440 avant notre ère, sur un vase grec, on voit des gens qui jouent au yo-yo. Et puis regardez, là c'est une image de mode, Révolution française, on l'appelait à l'époque, cette petite chose-là, on l'appelait l'émigrette, truc qui part et qui revient, vous voyez, l'émigrette. Et donc cet objet-là, et c'est un objet très ancien, le yo-yo, manifestement très ancien, et qui est assez amusant aussi à regarder. Alors du coup, j'ai un yo-yo, un yo-yo un peu chic,
qui est bleu, pour faire chic, tout est bleu ici. Je ne sais pas pourquoi, tout est bleu, les boules de plastique, tout est bleu. Donc le yo-yo standard, vous vous rappelez, on passe la petite corde autour du doigt, et puis on laisse tomber le yo-yo, et puis les neuneux comme moi au début, ils font comme ça, et puis ils font remonter doucement. D'accord ? Ça, c'est la technique basique du yo-yo des enfants, en faisant attention qu'il n'y ait pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? D'abord, le yo-yo tombe sous l'effet de quoi ? De son poids et de la gravité. Et voilà, exactement. Il tombe sous l'effet de la gravité. Et il remonte, hop, pas à l'endroit dont il est parti. Hein, c'est pour ça qu'on donne un petit coup de main pour qu'il remonte. Et pourquoi il ne remonte pas de l'endroit dont il est parti ? Il y a eu des frottements, il y a eu de la dissipation d'énergie. Il a gagné de l'énergie en tombant. Il a transformé son énergie potentielle de pesanteur en autre chose. Il a une énergie de mouvement. Et il en perd un peu dans l'opération. Il ne remonte pas au niveau. Ce qui fait que, c'est comme je faisais, il faut le faire, hop, et là je donne un petit coup pour l'aider à remonter. Lui redonner l'énergie qui lui manque. Et qui remonte jusqu'à ma main parce que je n'ai pas envie de rebobiner à chaque fois. On peut se demander, il tombe sous l'effet de la gravité. Mais est-ce qu'il tombe plus vite, moins vite ou pareil qu'un objet normal, accroché au fil? Alors moins vite, évidemment, les savants savent tout de suite que c'est moins vite. On pourrait le comparer simplement en disant, regardez, je le laisse tomber comme ça, le yo-yo, il va plus vite là. Enfin, il faudrait comparer les deux yo-yo en même temps et tout, quoi, si on était vraiment des pros, quoi. Moi, je ne suis pas très pro, mais on a comme l'impression qu'il tombe plus vite que ça. Hein, on a quand même l'impression qu'il tombe plus vite que ça. Alors pourquoi il tombe plus vite sans être accroché à la ficelle qu'en étant accroché à la ficelle? En étant accroché à la ficelle le déroule, et donc il tombe et il tourne. D'accord ? Il tombe et il tourne. Ce qui fait que un yo-yo qui a toujours au départ de l'énergie potentielle de pesanteur, et à l'arrivée, il a de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique, il a toujours les deux à la fois, mais au départ il en a beaucoup, il est tout là-haut, il descend le long de la corde, il gagne de l'énergie de mouvement, de translation et de rotation, ce qui fait qu'il convertit son énergie potentielle de pesanteur, l'énergie de translation et de rotation, il convertit son énergie potentielle de pesanteur en translation et en rotation. Ce qui fait que l'énergie initiale qu'il a, il est à la hauteur 1 mètre, si ma ficelle fait 1 mètre, il descend de 1 mètre, et cette énergie potentielle est convertie, disons presque intégralement, en énergie cinétique de rotation et de translation. S'il tombe directement, elle n'est convertie que en translation. Parce que si je le lâche comme ça, il ne se met pas à tourner tout seul, le yo-yo. Il se met à tourner parce qu'il est accroché à la ficelle. D'accord ? Et du coup, il répartit cette énergie potentielle de pesanteur entre la translation et la rotation. Et donc, il y en a moins pour la translation, et donc il tombe moins vite. Alors ça se calcule, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà 3 courbes. La courbe en noir, c'est la vitesse. Chaque courbe d'ailleurs représente la vitesse atteinte sans frottement. On imagine qu'il n'y a pas d'air, qu'on est dans le vide, tout va bien, en fonction de la hauteur de chute. La courbe noire, c'est la chute libre. La courbe noire, c'est la chute libre. Donc vous voyez, au bout de 1 mètre de chute, si mon yo-yo fait 1 mètre, on a atteint une vitesse d'un peu plus de 4 mètres par seconde. Si maintenant on prend le yo-yo réel, ça veut dire un yo-yo dont la ficelle a une épaisseur. Et yo-yo académique, yo-yo qui n'existe pas, ça serait une ficelle dont l'épaisseur est nulle. Et oui, ça change un peu, parce que quand la ficelle a une épaisseur, quand j'enroule, évidemment, ça va petit à petit, la ficelle s'enroule et s'écarte. Le point où le yo-yo est tiré s'écarte de l'axe de rotation du yo-yo, parce que la ficelle s'enroule et fait quelque chose qui est de plus en plus grand autour de l'axe de rotation. Et donc, si on compare les deux, on arrive à la même vitesse finale, mais en suivant des trajectoires, des vitesses en fonction de la hauteur différentes. Bon, alors ces yo-yo-là, ils sont marrants aussi, il y a pour montrer une autre chose, ces yo-yo-là particulièrement. Donc ceux-là, on peut les lancer un peu neuneux, si j'ose dire, je vais me mettre là pour qu'on me voit mieux. Quand je dis un peu neuneux, c'est-à-dire comme moi je faisais quand j'étais petit, comme je fais encore. Là, on est tranquille, on joue doucement au yo-yo. Il y a des yo-yo un peu plus sophistiqués qu'on peut lancer plus vite, où il faut d'abord avoir le truc pour les lancer un peu plus vite. Et si on les lance franchement vite, il peut se passer un truc très bizarre. D'accord ? Je recommence. Ah là, j'ai pas réussi, il faut le lancer seulement vite. Ah. Voilà. Oui, alors j'ai monté, vous allez voir. On va même, de reculant devant aucun sacrifice. Ah, ben ça y est, alors du coup, là, j'ai merdé. Voilà. Hop, vous me voyez mieux là ? Je recommence. Alors attendez, d'abord, il faut que je rembobine mon yo-yo, parce que du coup, j'ai raté. Alors les pros du yo-yo, ils sont capables de
de rembobiner, je ne sais pas comment ils font. Moi, je suis loin d'être un pro du yo-yo. Regardez, il y a des vidéos sur les championnats du monde de yo-yo. Regardez ce que savent faire les gars vraiment forts. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Ce yo-yo-là est un yo-yo assez lent, celui-là, parce qu'il est lourd. Il a un moment d'inertie aussi important. Les yo-yo vraiment rapides, je vous dis, les gars qui savent faire ça, c'est très impressionnant. Ils ont des yo-yo très légers. J'en ai acheté un, ça monte, ça descend tout seul. Et ils font des trucs vraiment incroyables. Donc je recommence. Il faut que je mette dans le bon sens. Hop. Voilà. Ça reste là bêtement. Ah, mais ça ne remonte pas. Eh oui, je sais pourquoi. Alors ça arrive aussi. Alors je défais ça. Parce qu'il faut que la corde soit assez serrée autour du... Je crois que c'est ça. Il faut que je le mette dans le bon sens. Assez serrée autour de l'axe. Ça y est, c'est le problème de la physique. Dès qu'on fait une manip, ça merde. C'est pour ça que j'aime bien la théorie. Ça merde aussi, mais c'est plus discret. Alors attendez. Oui, c'est ça. Il faut que je fasse tourner comme ça. Attendez. Alors ce yo-yo est un yo-yo de semi-champion, si j'ose dire. Je ne suis pas vraiment champion. Ah non, ça ne marche plus là. Je suis foutu. Bon, bah écoutez, il faudra que je résolve le problème. Je vais relancer. On va voir. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le yo-yo s'arrête et remonte? Il y a un autre aspect. Alors je vais le montrer sous la caméra. Je vais relancer pour voir, mais j'ai l'impression que ça va. Il faut que je resserre la corde, que la corde soit bien accrochée. C'est ça qui fait la différence entre les bons yo-yo et les mauvais yo-yo, c'est la corde bien accrochée ou mal accrochée aussi. J'ai réalisé ça. Si la corde n'est pas bien accrochée, ça ne marche pas. Ah oui, là j'ai merdé. Bon, j'arrête là pour ne pas me ridiculiser définitivement. Mais ce que je veux montrer, voilà, je vais quand même montrer la petite mécanique qui est très intéressante à l'intérieur du yo-yo quand ça fonctionne bien. Hop. Regardez, je vais essayer de mettre ça en voyant bien. Alors, est-ce qu'on voit bien? Non, il y a des reflets. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a... Alors, on va voir... il y a 3 petites billes. Je ne sais pas si vous les voyez. Près du doigt, là, j'en vois une petite, là. Il y a une petite bille là. Il y en a une autre là. Et il y en a une autre là. Dans le yo-yo, il y a 3 petites billes accrochées à un ressort. Et ces petites billes, sous l'effet de la rotation, parce qu'elles sont accrochées à un ressort, ça va écarter le ressort. Plus la rotation est rapide, plus l'écartement du ressort sera important. Et à un moment donné, il va se produire une chose, c'est que l'écartement du ressort va désolidariser l'axe de rotation du corps du yo-yo. Une espèce de mâchoire qui est tenue par les ressorts. Et cette mâchoire s'écarte sous l'effet de la force centrifuge qui résulte de la rotation rapide du yo-yo sur lui-même. Et quand cette force centrifuge est suffisante, l'écart est suffisant pour que la mâchoire ne tienne plus l'axe de rotation du yo-yo. Et puis le yo-yo ralentit, il y a toujours de la friction qui va ralentir la rotation du yo-yo. Et puis les mâchoires se rapprochent, elles reprennent l'axe, et là, boum, le yo-yo remonte. D'accord? Donc là, c'est un yo-yo qui maintenant est en panne, mais c'est ça l'idée. Alors, du coup, j'espère quand même que je vais pouvoir faire ma deuxième manip, parce qu'il y a une question qui était intéressante sur les yo-yo, c'est le yo-yo habituel. Alors attendez, là j'ai l'impression que c'est vraiment la PLS, comme on dit chez les jeunes. Alors je la rembobine. Et je vais tenter une autre manip, cette fois-ci qui est pour exercer votre sagacité. C'est celle-ci. Cette fois-ci, on va poser le yo-yo. Alors attendez, je reviens là. Hop. Cette fois-ci, on pose le yo-yo sur la table, comme ça. On va dérouler un peu le truc. Je tire sur la ficelle, il se passe quoi? D'accord? Là, je tire sur la ficelle, et qu'est-ce qui se passe? Hein? À votre avis? Alors attendez, on va montrer comme ça en projetant, pour que tout le monde voit à peu près ce qui se passe. Alors on va avec la ficelle. Hop. Je tire sur la ficelle, il se passe quoi? Ben, regardez bien, c'est assez déprimant. Vous avez vu ça? Vous y croyez à ça? Le yo-yo, il rattrape la main. Il ne faut pas faire ça avec des bœufs. Hein. Sinon, vous êtes écrasé, ou quand vous tirez une charrette, sinon vous êtes écrasé par la charrette. Donc je tire tout le temps sur la ficelle. Hein. Je ne m'arrête pas pour que le yo-yo roule et puis il me rattrape. Hein. Je tire tout le temps sur la ficelle. On voit un peu le début là-bas. Et... Ah merde. Putain, je ne suis même pas capable de faire ça. Ah oui, il y a un truc qui est en dessous. Qu'est-ce qui se passe? Il a peur, ce yo-yo. Je tire sur la ficelle. Ah oui, il y avait un truc en dessous. Et le yo-yo, oui, ça, il y a un truc en dessous. Ah oui, il y a un rebord.
D'accord. Tout s'explique. Attendez, s'il y a des accidents de terrain qui perturbent l'avancée de la physique, on est fini, quoi. Alors, je recommence. J'essaie de mettre ça à peu près dans l'axe. Voilà. Hop. C'est parti. Je tire. Et le yo-yo me rattrape. Alors, pour essayer dans l'autre sens, il y a deux sens. Hein. Vous pouvez rouler les gens. Hein. Si vous faites ça, ben, ça fait sens normal. Ça fait ce à quoi on s'attend. Si je me mets dans l'autre sens, alors vous voyez, la ficelle, elle est au-dessus du moyeu, en dessous du moyeu. Dans ce sens-là, ça me rattrape. Dans l'autre sens, bah, ça déroule bêtement le yo-yo. Et la ficelle se déroule, et voilà. Donc ça, c'est un truc un peu inattendu. Quand j'ai réalisé ça, je dis, bah tiens, on va parler du yo-yo, parce que c'est marrant. Et donc voilà la situation. On a cette fois-ci une position, là c'est vu de côté. On tire le yo-yo, regardez la ficelle, elle arrive bien en dessous de l'axe. Et quand je tire, eh ben, le yo-yo me rattrape. Je peux, en tirant le yo-yo, faire qu'il aille plus vite que le truc qui le tire. Ça, c'est curieux. Alors, en fait, on peut réaliser qu'il y a le poids du yo-yo qui s'applique quelque part vers son centre de gravité, qui le tire vers le bas. Il y a évidemment la réaction du sol, qui fait que la somme des forces, au moins verticale, c'est 0. Le yo-yo est à l'équilibre. Et puis, il y a aussi, quand le yo-yo avance, il y a quelque part qui agit au niveau du point de contact, il y a une force de frottement. Et cette force de frottement, elle a encore un rôle très important à jouer, comme la force de frottement ici, dans le cas de ce petit bidule, avait un rôle important à jouer, qui permettait le retournement. Là, la force de frottement, il y a la traction, elle exerce un couple par rapport à l'axe. Il y a une petite distance, et il y a une force qui tire, donc il y a ce qu'on appelle un couple de la force de traction par rapport à l'axe de rotation. Et le frottement, il exerce aussi un couple par rapport à l'axe de rotation, dans l'autre sens, et qui peut être plus important que la force de traction si le rayon ici est beaucoup plus grand que le petit rayon là. En fait, si le produit de la force par le rayon est plus grand que le produit de la force par le petit rayon. Comme ici on a un petit rayon et là on a un grand rayon, il se peut que même si celle-ci est marginalement plus petite que l'autre, eh bien on se retrouve dans une situation où finalement le couple qu'elle exerce est plus grand et le yo-yo va se rembobiner et donc rattraper la main. Là on aurait pu penser que, bon, comme d'habitude, il allait se débobiner et jouer tranquillement. Donc là, on a une situation un peu paradoxale où finalement le yo-yo avance plus vite que le mobile qui le tire. Parce que la force de friction va le rembobiner et va jouer en plus, plus efficacement que la force de traction, que le débobinage dû à la traction. Alors il y a deux situations marrantes où on peut tomber, enfin il y a une situation marrante plutôt, où on peut tomber plus vite que la gravité. Tout à l'heure, on a vu le yo-yo tombe moins vite que la gravité. Bah, c'est normal. L'énergie potentielle de pesanteur, elle va dans la rotation et dans la translation, et donc il va tomber en translation moins vite que s'il ne tournait pas sur lui-même. Alors deux vidéos. La première d'abord, en caméra rapide, je veux dire deux chaînes qui tombent, exactement la même vitesse, évidemment, elles sont sous la même pesanteur, mais il y en a une qui est arrêtée et l'autre qui continue. Vous voyez que la chaîne qui est arrêtée par la table, ça ne change absolument rien, les chaînes tombent exactement au même rythme. C'est normal. Les corps tombent de la même façon dans les champs de pesanteur. Ça, ok. Mais maintenant, regardez celle-ci. Beaucoup plus étonnante. Regardez ce qui tombe. Ce sont deux échelles qui ont des formes particulières. La même forme, en fait. Il y en a une qui va taper sur une table, qui est ici, et l'autre, elle va continuer. Et regardez ce qui va se passer. Regardez bien, les barreaux sont strictement les uns en face des autres, et regardez au fil du temps que l'échelle de corde de gauche va tomber plus vite que l'échelle de droite. Elle tombe plus vite que la gravité. Ben, normal, bien sûr, quand on sait. Mais elle tombe plus vite que la gravité pour une raison. Alors on va recommencer le truc, on va le remettre, pour que vous voyez bien ce qui se passe. C'est qu'évidemment, cette échelle de corde, elle a une forme particulière. Les barreaux, vous voyez, c'est pas fait pour monter à l'échelle. Elle est faite pour montrer cette chose. Et en fait, regardez, le barreau qui est incliné comme ça, ce point-là va taper la table d'abord. En tapant la table d'abord, il va rebondir, et donc il va exercer sur l'autre côté. Il va tirer, quand ça va tirer l'autre côté, qui va tirer le barreau d'à côté, qui va tirer, et chaque barreau dont l'extrémité tape d'abord, l'autre va tirer. D'accord ? C'est simplement le fait que, en rebondissant, eh bien, la rotation va faire qu'on va tirer un peu, et finalement, il y a des forces internes qui résultent du fait que ça tombe sur la table, qui vont, entre guillemets, tirer la corde vers le bas, tirer l'échelle vers le bas, plus vite que la gravité. Pas beaucoup plus vite, mais un peu plus vite.
Alors l'autre objet qui me fait toujours marrer moi aussi, d'ailleurs les jeunes aussi, c'est ça. Vous connaissez ça, le ressort Slinky. Tout le monde en a un, en plastique, ce truc on adore. Hein. Je sens que vous connaissez ce truc-là. On adore, on fait des trucs, on joue comme ça, on le fait, enfin bref, on joue avec, on peut faire plein de trucs marrants. Alors une question qui est marrante, il y a plein de questions très techniques sur ce ressort. Encore une fois, s'il y en a que ça intéresse, j'ai des articles à leur disposition, notamment si on tient le ressort comme ça, sous son propre poids, comme il est très, disons, mou ce ressort, comme il est très mou, on voit que l'écartement entre les spires, évidemment, il est assez important ici, il est beaucoup moins en bas. La forme d'équilibre du ressort sous son propre poids, c'est en soi un problème un peu emmerdant déjà à traiter. Théoriquement, même pour les théoriciens, un peu emmerdant à traiter. Bon. Après, il y a des tas de choses marrantes. Si on envoie une petite onde, ça se met à vibrer. Bon, les vibrations de ce truc, c'est pareil, c'est un enfer. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est si je lâche ce qui se passe là-haut, je lâche le point que je tiens en haut, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors le truc va tomber. Mais il va tomber comment? Alors si je le fais là, d'abord je vais prendre le risque que ça s'en mêle, mais vous n'allez pas voir grand-chose, parce que ça va extrêmement vite. Je le fais quand même. Il n'y a pas un truc pour amortir? Bon. Attendez, je vais mettre mon manteau par terre. Il faut la science, tout devant la science, tant pis pour les manteaux, pour que ça amortisse un peu, parce qu'une fois j'ai fait ça, et donc j'ai perdu un slinky qui s'est mélangé. Et un slinky qui se mélange, c'est les spires sont mélangées et c'est foutu. Alors là, vous pouvez essayer, quoi, dire, genre, je vais y arriver, mais en fait, vous n'y arrivez pas. Alors, il faut essayer de voir quelque chose et de voir ce qui se passe. Essentiellement, c'est ce point-là qu'il faut regarder. Le reste, là-haut, vous en foutez. Donc, j'essaie que ça ne bouge pas. C'est non trivial. Et je lâche en haut. Attention, 3, 2, 1, go. Bon, c'était rapide. Hein. Alors évidemment, on peut le refaire 50 fois, essayer de se convaincre de qu'est-ce qui se passe au niveau du point bas, au niveau du point du slinky qui est le plus bas. Alors il y a des gens qui se sont amusés à faire ça, notamment il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Veritasium en anglais, il y a des chaînes de youtubeurs scientifiques francophones aussi que je recommande vivement, Y Penser ou Experiment Boy ou d'autres qui font des vidéos. Et il y a aussi Lutétium, évidemment, le SPC ici, que je vous recommande encore plus vivement parce qu'ils font des vidéos absolument stupéfiantes. Voilà le gars, il tient le ressort comme moi, mais lui, il est filmé avec une caméra rapide. Et on joue le film, on ralentit le film pour voir ce qui se passe. Et regardez bien ce qui se passe, c'est assez stupéfiant. Donc il lâche le ressort. Et regardez ça. Regardez. On y croit, ça? Ah voilà, maintenant ça tombe. D'accord? Je recommence. Regardez bien. Il lâche. Et le bas du ressort ne bouge pas. Alors que d'habitude, vous lâchez un bout de truc, il tombe, quoi. Et le bas du ressort ne bouge pas. Il n'y a que le haut qui bouge. Et le haut, il tombe comment? Plus vite, moins vite que la gravité. Plus vite que la gravité parce qu'il subit la tension du ressort. Donc il tombe avec son poids, le poids du machin qui descend, mais l'accélération ne dépend pas de la masse. Quand je dis son poids, c'est avec sa masse. Mais il est tiré en plus par le ressort, donc il va tomber plus vite que la gravité. Et qu'est-ce qui tombe à la vitesse de la gravité, c'est-à-dire à l'accélération de la gravité? C'est le centre de gravité, exactement. Et le centre de gravité, évidemment, se déplace. Il était au début, le ressort était tendu, il était quelque part. Et comme la partie haute descend, le centre de gravité descend. Et c'est le centre de gravité qui tombe en chute libre, comme tomberait le bloc, le caillou que vous lâcheriez comme ça. Et le bas, pourquoi il ne bouge pas le bas? Eh bien le bas, lui, il subit encore la tension du ressort, qui équilibre son poids. Alors le bas, il dit, tout va bien. Tout va bien. Il est à l'équilibre entre une tension vers le haut et son poids vers le bas, tout va bien. Et l'information est, il n'y a plus de tension, parce que j'ai lâché le ressort en haut, elle met un certain temps pour arriver. Et quand elle arrive en bas, quand lui est averti que, dis donc, il n'y a plus de tension, alors à ce moment-là, il tombe lui aussi. C'est un peu ça l'idée. Il y a une information qui se propage le long du ressort, qui est la disparition de la tension, et cette information-là se propage à une certaine vitesse, qui n'est pas instantanée évidemment, et du coup l'autre, il reste en l'air, le temps qu'il comprenne qu'il n'y a plus de tension. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Regardez-le, lui. Voilà, il est fatigué, Ville Coyote. Ouf.
L'autre lui fait peur, il est au-dessus du vide, regardez, il tient en l'air. Et là, il se rend compte qu'il est au-dessus du vide, et là, il tombe. D'accord? C'est très important, dans les dessins animés de Ville Coyote, on ne tombe que quand on est averti qu'on est au-dessus du vide. Quand on a l'information. Voilà. Eh bien, c'est un peu ça, entre guillemets, avec ce Slinky. Il est averti du fait que ce n'est plus tenu en haut au bout d'un certain temps qui est un peu long, macroscopique. C'est, quand on l'a vu tomber, c'est en fait une fraction de seconde, peut-être un dixième de seconde, quelques dixièmes de seconde, donc très rapide à nos yeux. Mais dès qu'on a une caméra, même sans avoir une caméra rapide exceptionnelle, en filmant ça à quelques centaines d'images par seconde, on voit très très bien la partie haute qui descend et qui tombe plus vite que la gravité. On pourrait positionner le centre de gravité à chaque instant et constater qu'il tombe avec l'accélération de la pesanteur, et puis le bas ne bouge pas tant qu'il n'est pas au courant. Alors, pour conclure, je vais parler d'une petite patte, un petit machin comme ça dans un œuf. Les plus anciens ont déjà vu ça. Moi, j'ai joué ça quand j'étais petit comme un malade. Hein, tu as déjà utilisé ça, toi, Étienne, aussi. Qui est ce truc-là qui s'appelle Silly Petit. C'est une espèce de... Vous voyez que si on le regarde par la couleur, on dirait de la pâte à modeler. Je vais le mettre là-dessous. Enfin, c'est la pâte à modeler bleue qu'on m'a prêtée. Et le Silly Petit bleu que j'ai amené. C'est presque la même couleur. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, évidemment. Ce n'est pas la couleur. C'est les propriétés particulières de cette Silly Petit. D'abord, c'est quelque chose qui est mou. D'accord, je peux le déformer. Hein, ça se déforme. Oui, ça se déforme. Mais regardez, si j'y vais un peu doucement, ça fait ça. D'accord, je peux le faire plein de fois. Voilà, c'est super rigolo. Quand on est petit, on ne s'en lasse pas. Hein, vous allez devoir casquer là bientôt. Je sens que ça va attirer les foules. D'accord? Ça fait ça. Bon, ça, c'est le premier truc. Après, on le remet comme ça, tout va bien. Après, autre chose, je peux les tirer un peu, cette fois-ci, mais je vais tirer d'un coup, brutalement. Ah, pas assez brutal. Je ne suis pas assez fort. Et voilà, ça fait... Ah! Je suis vraiment mou du genou. Ouais, ouais. Je vais l'écarter un peu, et on va tirer d'un coup. Ah! J'arrive pas. Ah, voilà, ça y est. Je recasse un coup. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, ça a cassé. Quand on tire fort dessus, ça casse. Comme on casserait un objet un peu fragile, un peu mou. Puis dernière chose, c'est ça qui en fait le truc rigolo. Si on en fait une petite boule et qu'on la laisse tomber, ça rebondit. Donc ça fait une balle, ça fait un machin mou, on peut faire un truc avec. La pâte à modeler, c'est pas ça du tout. Hein. Je vous montre avec la pâte à modeler quand même pour qu'on ait la différence. Qu'on en a là une boule de pâte à modeler. Je la laisse tomber. C'est assez décevant, quoi, faut reconnaître. Alors évidemment, quand on la regarde bien, la pâte à modeler, une fois qu'elle est tombée, regardez un peu la tête qu'elle a. Elle est... voilà, là vous la voyez, elle est plate. D'accord ? Toute l'énergie de mouvement qu'elle avait, elle a servi à déformer la pâte à modeler qui a pris cette énergie de mouvement et puis la déformation était telle que boum, elle est restée collée au sol. Alors qu'elle, cette petite boule-là, elle reste, on va la refaire rebondir une fois ou deux, de sa hauteur, elle rebondit pas mal, hein, plutôt comme une belle petite balle. D'accord ? On la fait rebondir, elle se comporte comme un objet qui est élastique, regardez, ça reste toujours une belle petite balle. D'accord ? Ah ben oui, ah. C'est une belle petite balle qui n'a pas du tout de zone plate, qui reste parfaitement comme elle était initialement, bien ronde. Alors cet objet s'appelle Silly Petit, la pâte folle. Ça a fait un tabac aussi. Moi, quand j'étais petit, tous les gamins avaient ça, tout le monde voulait ça, on jouait avec ça, c'était génial. À force de jouer, ça devient très sale. Les mains sont sales, on fait rebondir sur le sol dégueulasse, bref, c'est tout pourri, il faut racheter une autre, les parents sont contents. C'est vendu dans un œuf, ça a toujours été la marque de fabrique de la Silly Petit officielle, c'est vendu dans un œuf, dans un petit œuf comme ça, hein, c'est pas moi qui ai mis un œuf, hein, c'est vendu dans un œuf. C'est vendu aussi en pharmacie, mais pas sous le nom de Silly Petit, et ça vaut plus cher, ça s'appelle Redux. C'est vendu pour les gens qui veulent faire de la rééducation après un problème articulaire ou un problème d'opération de la main, et qui doivent faire travailler leurs muscles de la main sur un truc un peu mou, hein, mais qui est assez dur pour travailler les tendons, les muscles, je sais quoi, et qui a été abîmé par cet accident. Et donc ça s'appelle Redux, ça vaut genre 15 € la boîte, et vous pouvez en acheter pour 15 € la boîte, parce que je sais que vous aurez des clients. Et donc ce truc-là, on s'amuse avec, on ne s'arrête pas, ça rebondit, la composition, alors ça s'appelle une pâte viscoélastique, c'est-à-dire quelque chose qui a des propriétés d'élasticité, avec une déformation qui dépend de la contrainte, de la façon dont on appuie dessus, si j'ose dire, et quelque chose qui ressemble un peu à quelque chose de liquide, vous allez voir dans un instant, qui coule et qui se déforme aussi de manière... regardez ça, c'est incroyable, quoi. Hein. Avant de se casser, ça fait des longs fils. Donc cet objet-là, la composition, vous la demandiez, la voilà.
Bon, c'est pas pour chez vous, de toute façon, j'ai mis ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est le polydiméthylsiloxane. C'est ce truc-là qui, dans le mélange qui va avec, donne la viscoélasticité de cette pâte. Voilà un petit film où là, j'ai une boule. Alors là, c'est du Redux, jaune, parce que c'est vendu dans les pharmacies, c'est jaune, pas bleu. Enfin, celui que j'avais était jaune. C'est du Redux. J'ai filmé ça, une image toutes les 5 secondes pendant 6 minutes, et après rejoué à 24 images par seconde. C'est en accéléré ce qui se passe si je prends une boule de Redux, ou de Silly Petit, c'est pareil, je la prends, je vais la poser là-dessus, voilà, et comme ça on va la regarder, elle est sphérique, à peu près sphérique, je la pose là-dessus, puis on va attendre. Là c'est en accéléré. Hop, regardez ce qui se passe. Ça s'aplatit gentiment, ça prend une sorte de forme, de goutte, enfin bon, ça se déforme, sous son propre poids, cette chose se déforme. Comme c'était un peu liquide, mais ça ne l'est pas. C'est aussi élastique, c'est déformable, mais la façon dont ça se déforme va dépendre de l'intensité que je mets à la déformation. Si c'est un peu lent, ça fait un long fil. Si j'y vais d'un coup, ça casse. Alors ça fait référence, disons, à l'idée que tous les matériaux coulent. Il suffit d'attendre assez longtemps. Tous les matériaux coulent sur le laisse assez longtemps. Alors pour de l'eau, pour un liquide habituel, assez longtemps, c'est en fait une durée si microscopique que c'est tout à fait indiscernable à nos yeux, incompréhensible, invisible à nos yeux, à nos sens. En un milliardième de seconde, l'eau, elle bouge. Donc si vous sollicitez l'eau avec des durées habituelles, vous mettez votre main dedans, vous balayez même un peu vite, l'eau, c'est liquide et ça se passe bien. Si on sollicitait l'eau avec une durée caractéristique plus courte que le millième de milliardième de seconde, ça veut dire que c'est quand même pas facile à faire, on pourrait littéralement casser l'eau. Aller dans l'eau plus vite que la façon qu'elle a de se réorganiser. Et puis il y a des durées variables selon les matériaux, le bitume, le verre ou le manteau terrestre. Alors le cas du manteau terrestre, quelque chose qui est assez solide, c'est en dessous, c'est sous la croûte. C'est sur quoi est la croûte et qui fait le déplacement tectonique. Cette chose-là est assez solide. En tout cas, si on était là pour la toucher, je pense qu'on verrait quelque chose comme un solide. En même temps, elle a un temps de déformation qui est de l'ordre du million, même de la dizaine de millions d'années, qui est le temps caractéristique de déplacement gentil des plaques les unes par rapport aux autres, pour qu'il y ait quelque chose d'un peu étonnant qui se passe. Les plaques se séparent à des vitesses de l'ordre du centimètre par an. Et puis, cette pâte de silicone, c'est là où elle est intéressante. Regardez, alors attendez, je montre ça immédiatement. Regardez ce qui se passe, la pâte de silicone, là. Regardez, là, je l'ai juste posée là, regardez. Spontanément, elle s'est mise en forme de regarder ça. Elle a coulé sous son propre poids, elle a une déformation, on peut attendre un peu ce qui se passe, vous allez voir, ça va être marrant. Et elle a des échelles de déformation sous son propre poids qui sont de l'ordre de la seconde à la minute, ce qui fait que nous, on constate ça, ça se voit. On voit les montagnes couler, là, ce n'est pas une montagne, c'est une matière très différente de celle qui constitue les montagnes, mais on voit l'effet de « ça coule ». Pour un liquide, ça paraît évident, pour un solide, c'est évident que ça ne coule pas, et pourtant, le verre à 300-400 degrés coule très lentement, à 500-600 degrés beaucoup plus rapidement, et puis à 1000 degrés, il devient franchement liquide. Et donc cette échelle de temps de « je coule » dépend du matériau, et on peut associer à tous les corps condensés, dire c'est quoi un solide, c'est quoi un liquide, ou c'est quoi un solide, c'est quoi un fluide. On peut associer un nom qu'on appelle le nom de Déborah, qui est une prophétesse de la Bible, et qui disait que les montagnes s'écoulèrent devant le Seigneur. Le Seigneur, lui, il a le temps, hein. Il regarde et les montagnes coulent. Bon, nous, évidemment, les montagnes, elles ne coulent pas. Puis sans parler de l'érosion qui se fait à des échelles de temps qui sont beaucoup plus courtes que, disons, l'échelle de coulage ou d'écoulement de la roche. Et donc, ce nombre de Déborah, c'est quelque chose qui est le rapport entre le temps caractéristique d'écoulement de l'objet, de la matière condensée, et le temps de sollicitation. Est-ce que je fais bouger ça avec une sollicitation courte, une sollicitation longue? Et puis, si le nombre de Déborah est très petit devant l'unité, si c'est un nombre très petit, alors pour moi, le solide, je l'appellerais fluide, voire liquide. Et s'il est très grand devant 1, moi je dirais, ça ne coule pas, les tables, personne n'a jamais vu les tables couler. Hein, ça se saurait. Dans les amphis, les tables coulent, ça se saurait. Eh bien oui, parce qu'évidemment, le temps de coulage de la table, il est plus grand que la durée du cours de l'amphi, et donc ça ne se voit pas. Et ce qui permet de parler, en conclusion, de cette expérience de physique, qui est la plus longue expérience de physique encore en cours, qui est l'expérience de la goutte de poids. Dans un cône, en 1927, a été mise de la poix. Et la poix, c'est un truc, quand on le pose sur la table, c'est solide, quoi. Je vais vous montrer une image, je vous montre ça juste après, tout de suite même. Voilà, la poix, c'est ça. Quand on tape dessus avec un marteau, ça casse en morceaux. Donc on dit, la poix, c'est solide, quoi.
Un truc, vous tapez dessus, ça se casse en morceaux, c'est pas un liquide. Ça coule pas. Eh bien, il a mis de la poix là-dedans et il a attendu. Ça a commencé en 1927 et ça dure encore. Et donc, en 1927, début de l'expérience, le bas du cône métallique, il a été bouché. Alors la poix, elle est descendue très lentement dans le cône. On enlève le bouchon. En décembre 1938, il y a une goutte de poix, vous en voyez une là, elle est là, suspendue pendant un certain temps. Il y a une goutte de poix qui est tombée en 1938. Puis en 1947, on en est à la 9e goutte, la 10e est en préparation, et vous voyez qu'il y a à peu près une grosse 12, 13, 14 ans entre la chute de chaque goutte. Et maintenant, il y a des webcams et tout, personne, avant la 14e goutte, avant la 9e goutte, excusez-moi, personne n'avait vu tomber la goutte. Évidemment, il n'y avait jamais le gars qui était là à regarder le truc pour dire ça va tomber. Maintenant, ça a été filmé, on a vu tomber la goutte, et ce truc-là, en fait, la poix, c'est un fluide, enfin, c'est un truc qui est mou si on attend assez longtemps. Mais simplement, à l'échelle habituelle, si on le pose sur la table et qu'on regarde qu'est-ce qui se passe sous l'effet de son propre poids, rien du tout. Si on tape dessus un peu fort avec un marteau, ça se casse en morceaux, et donc on a l'impression que c'est plutôt un solide. Alors que, si on lui laisse le temps, tranquillement, on ne l'emmerde pas pendant une dizaine, une douzaine d'années, il y a une goutte qui tombe au bout. D'accord ? C'est un peu long, ça veut dire que c'est un liquide extraordinairement visqueux, ou un truc qui vraiment coule très lentement. Alors que la Silly Petit, qui là maintenant, vous voyez, elle est complètement... Alors regardez, je monte ça, parce qu'elle a tellement coulé qu'elle a touché aussi la surface de la table, et regardez, elle est devenue plate, hein, elle était posée comme ça, regardez, hop, elle est plate, vous voyez ? Il y a juste à attendre, et ça fait une déformation, bon c'est rigolo, ça coule joliment. Voilà, on peut la mettre comme ça et attendre ce qui se passe, et regarder ce qui se passe. Voilà, je vous remonte la poix qui se... Ah non, il n'y a plus de poix, c'est la vidéo qui est là, c'est la poix qui se casse. Ben, je vais arrêter là, parce que ça doit faire pas loin d'une heure que je vous... casse les oreilles avec mes lubies de physicien non expérimental de surcroît. Je vais m'arrêter là. Donc merci de votre attention et je suis disponible s'il y a des questions. Merci à vous.